Dans la table ronde qui va suivre, nous allons nous pencher sur la polarité entre ces deux éléments, car peu de choses marquent autant notre vie moderne que cette polarité. Pensons aux impacts de la pandémie actuelle du Covid-19. Combien de liberté faut-il laisser à l'individu et combien de sécurité doit nous donner l'État en tant que société? Une question qui se pose également dans ce champ de polarité. J'ai le plaisir à présent d'accueillir d'autres invités à côté de Georges Ross. Mon deuxième invité est Carlos Martinez, auquel je souhaite très chaleureusement la bienvenue. Merci d'avoir bien voulu nous rejoindre si rapidement, car nous avons dû changer nos plans à très court terme. Et je suis vraiment ravie, Carlos, que tu sois venu nous rejoindre. Carlos Martinez est un architecte passionné de Martinez Architecte à Rorschach et j'aime notamment parmi ses ouvrages La Place Rouge de Saint-Gall et le Sofitel à Vienne. Carlos, je te souhaite la bienvenue. Je salue également Christophe Janssen, copropriétaire et membre de la direction, et je suis ravie de l'avoir avec nous. Christophe, j'aimerais commencer immédiatement avec vous. Christophe, dans le champ de polarité entre la sécurité et la liberté se place également l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat en termes de disposition à prendre des risques. Christophe, est-ce que toi, tu es particulièrement disposé à prendre des risques? Eh bien, je crois qu'il faut l'être si l'on veut être entrepreneur. Mais il ne s'agit pas de prendre goût, d'avoir le goût du risque. Il ne s'agit pas de prendre des risques superflus. Il s'agit plutôt d'avoir le courage du changement. Et je crois que c'est quelque chose que nous avons vu dans notre entreprise et dont nous avons fait preuve au cours des 6 derniers mois. Nous avons centré beaucoup plus notre entreprise. Nous sommes aujourd'hui entièrement concentrés sur les besoins du bâtiment et de la construction, et bien entendu, ça suppose une certaine disposition au risque, mais également le courage de changer. En tant qu'entreprise familiale, est-il facile de prendre de telles décisions, notamment dans des périodes aussi peu sûres qu'aujourd'hui? Eh bien, j'en suis convaincue. Je crois que les entreprises familiales ont des voies de décision plus courtes et également la possibilité de penser à plus long terme. Et c'est tout à fait important parce qu'en tant qu'entreprise familiale, on a également certains désavantages. On a parfois des fonds nettement plus restreints qu'une grosse entreprise. Et cette taille qui nous manque, il faut la compenser par la rapidité, la flexibilité, des réactions rapides, des voies de décision plus courtes. Et je suis convaincue qu'une entreprise familiale est une forme d'entreprise extrêmement compétitive. Oui, merci. Carlos, toi également, tu es entrepreneur et toi également, tu dois être très flexible et notamment dans ton domaine de travail, la pensée à long terme également est très importante. Comment fais-tu pour combiner les deux? Oui, la flexibilité est un thème très important. Je me souviens que dans les années 70, il y a un livre qui a été sorti par l'ETH qui disait il faut être flexible. Et dans l'architecture, on a le problème que l'architecture est quelque chose d'immobile et c'est donc plus difficile d'être flexible dans l'architecture. Mais c'est un défi que nous relevons au quotidien. Et les nouveaux matériaux de construction et les nouveaux modes de construction nous aident à créer des immeubles plus flexibles et qui résistent mieux au temps.
Parfois, il faut mettre en place des espaces multifonctionnels. Il faut être souple, flexible, pour ouvrir des applications différentes. Tout va bien, mais il faut le faire vraiment d'une très bonne manière, parce que si les espaces sont ouverts à tout, ils sont moins bons pour des buts spécifiques. Nous, bien sûr, si on taille sur mesure un costume pour l'opéra, vous n'allez pas à un concert de rock. Merci beaucoup pour cette métaphore. Christophe, tu as hoché de la tête. Est-ce que tu souhaites compléter quelque chose? Non, cette métaphore m'a vraiment plu. Ça va avec non plus. Il y a très peu de solutions qui sont bonnes à tout. Il y a quand même des solutions spécialisées et qui sont adaptées à certains domaines d'application. Merci beaucoup. Georges, tu te penches sur les méga-tendances qui sont des tendances à long terme. Alors, comment gères-tu les changements, les modifications qui interviennent? Alors, tout d'abord, j'ai deux alliés naturels, les entreprises familiales qui pensent avec plusieurs générations, donc à des dimensions de plusieurs générations du futur, des décennies. Ça, c'est vraiment dans l'ADN des entreprises familiales. Mais Carlos nous a dit déjà la durée de vie des bâtiments, c'est des décennies et des décennies. Et donc là, il faut voir qu'est-ce qui marche dans 10 ans, 20 ans, peut-être dans 100 ans. Les méga-tendances sont des développements qui concernent tous les aspects qui se présentent au niveau global. C'est l'interprétation des changements intervenus à court terme. Et il s'agit de comprendre le modèle de modification. Mais chez nous, dans la recherche de l'avenir, il faut reconnaître les signaux précoces, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas connaître sur le plan statistique. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui change, mais il n'y a jamais de certitude que cela va être un mouvement de masse. Mais si jamais il y a quelque chose qui se confirme, nous avons anticiper quelque chose. Et il y a une phrase qui dit que l'avenir a déjà commencé, mais il est réparti de manière différente. C'est-à-dire il y a des lieux où le futur se déploie plus tôt qu'à d'autres lieux. Alors là, on se dit, il y a quelque chose de nouveau. Est-ce que ça pourrait être important pour moi? Est-ce que ça pourrait être un risque ou une chance? Merci beaucoup pour ces explications. Christophe, comment est-ce que vous reconnaissez quels sont les besoins de vos clients? Et tout comme il faut anticiper les méga-tendances, les développements. Ça, c'est certainement un défi. Si nous parlons avec nos clients, si on leur pose la question de savoir quel le bas blesse, ils vont nous raconter quels sont les produits qu'il aurait fallu qu'on développe il y a 2 ans. Donc ça, c'est une exigence, et c'est-à-dire il faut anticiper le futur pour savoir de quoi aura-t-on besoin à l'avenir. Peut-être parfois les besoins sont même pas prononcés. Ça, ce sont des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous menons des entretiens avec les clients. Parfois nous le faisons, parfois c'est nos partenaires qui le font. Et tout cela pour développer une vision commune des modifications à apporter à nos produits.
Ça, c'est certainement un défi quotidien. Et Carlos, comment tu anticipes des modifications? Tu as dit il faut construire des espaces multifonctionnels pour être à la hauteur des besoins qui se présenteront uniquement à l'avenir. Comment prendre des décisions alors? Je ne peux pas prendre ces décisions. C'est le client qui fait la décision, ou le marché, le monde, le temps. Alors, par contre, il y a une chose contre laquelle je mets en garde mes clients. Très souvent, je pose des questions et je pose encore des questions. Qu'est-ce qui peut changer? Si nous, alors je vous donne un exemple, si nous construisions une maison familiale pour un couple qui n'a pas encore d'enfants, il faut prévoir éventuellement des enfants. Moi, j'ai 4 enfants, alors là, vous avez besoin d'autre chose que si vous n'avez pas d'enfants. Juste à titre d'exemple, en ce qui concerne l'industrie, par exemple, il y a un centre d'innovation que nous avons construit ensemble avec Bühler, et ça, c'était un thème très intéressant de créer des espaces flexibles et souples. La question aussi de savoir comment créer de l'innovation. De quoi a-t-on besoin pour créer de l'innovation à l'avenir? Alors, ça, c'était vraiment très intéressant de créer un ensemble d'espaces qui vous donne la possibilité de procéder et d'inventer une innovation. Un autre thème qui concerne la robotique, l'intelligence artificielle. Alors, la numérisation a commencé à conquérir l'industrie. Quand est-ce que tu penses que l'industrie ne sera effectuée que par des robots? Il y a une partie de la question. Est-ce qu'on est remplacé comme être humain? Oui, je parle de la robotique intelligente dans l'industrie. Je pense que c'est une grande chance pour nous, parce que nous avons vraiment les salaires très élevés et l'étape suivante de l'automatisation ne va plus se traduire par une augmentation de salaire. Il y a des exemples de relocalisation, c'est-à-dire des productions qui ont été ramenées de l'Asie dans nos pays parce qu'il y a une étape supplémentaire d'automatisation. Mais la robotique intelligente n'est pas que si intelligente que ça. Il y a certaines propriétés qui sont meilleures, mieux exprimées avec l'être humain, c'est-à-dire l'improvisation, c'est-à-dire si les choses ne tournent pas comme prévu, l'être humain est beaucoup plus capable de s'adapter à un nouveau problème. Même si nous ne connaissions pas le problème, l'être humain a la possibilité de transférer un savoir-faire existant d'un domaine vers un autre domaine. Par exemple, il y a Pascal Kaufmann, qui est un chercheur de cerveau, et il m'a dit, s'il y a 2 miroirs au plafond, pardon. Donc, s'il y a par exemple des œufs plats, on aurait peut-être la possibilité de les aller chercher du plafond et de le mettre sur l'assiette. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour la production? S'il y a un problème, si une palette tombe ou s'il y a une fuite d'eau quelque part, si un tuyau casse, l'être humain est plus à même de s'adapter aux modifications. Et là, je pense que nous serons toujours meilleurs que toutes les machines. Mais je vois une chance pour le lieu de production de la Suisse grâce à la robotique intelligente.
Carlos, dans l'architecture, où est-ce que tu vois la robotique intelligente? N'aura-t-on plus besoin d'architectes parce que les robots seront assez créatifs? J'espère que non, et je ne le pense pas d'ailleurs. Comme Georges a dit, les processus créatifs qui se passent souvent à des niveaux différents. Lorsque Christophe doit gérer l'entreprise, il doit être créatif et il doit faire preuve d'innovation. Ça, ce sont des domaines qui ne peuvent pas être couverts par l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de métiers qu'on ne pourra pas remplacer. Par contre, il y a un point qui est sûr, la robotique intelligente nous aidera à réaliser des travaux. Nous avons commencé il y a 5 ans avec une petite imprimante 3D et aujourd'hui nous en avons 3 et nous travaillons beaucoup avec cela. Bon, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais la collaboration avec la machine sera toujours plus riche. Il y aura de plus en plus de facettes. Et je pense que, comme dans le cas d'Internet, si on cherche un produit, par exemple, et on trouve, par exemple, les tables de tennis, par exemple, et après, vous recevez la publicité de la sorte, ça me fait peur. Mais, par exemple, pour des dessins CAD, par exemple, si je fais par exemple un demi-cercle, un semi-cercle, l'installation CAD va dire OK, ça. Peut-être un jour, l'installation va me dire bon, le budget est trop chargé, on n'a pas la possibilité de faire de telles fenêtres. J'ai beaucoup de respect de l'intelligence artificielle et le point mentionné par Georges m'inquiète aussi un peu, à savoir en Suisse, comparé à d'autres pays, il n'y a plus de place pour des personnes qui ne sont pas formées. Et alors, je me demande qu'est-ce qu'on va faire avec des personnes d'un certain âge peut-être et qui n'ont plus la possibilité de suivre toute cette automatisation, toute la technologie. Alors, pour ces personnes-là, il n'y a plus de place. Mais ça, c'est un autre thème. Pardon. Pour la construction, pour l'architecture, il y a un prototype assez intéressant en ce qui concerne la construction en bois. Il y a des robots qui sont intéressants et ces robots vont couper le bois et mettre les planches, mais c'est uniquement le fait de visser qui est fait encore par des personnes. Je pense que dans le domaine de l'architecture, la robotique aura une grande importance. On peut mettre le budget, on peut mettre le logiciel CAD, on peut prendre en considération la situation topographique et géographique, et l'intelligence artificielle va créer rapidement un plan. Bon, l'architecte a la possibilité de dire son mot et d'exercer une certaine influence. Peut-être la tâche de l'architecte change, c'est-à-dire ça sera peut-être un rôle de corriger le plan créé par l'intelligence artificielle. Tu veux vraiment que je ne dorme pas la nuit? J'ai l'impression, c'est l'horreur. Tous les projets auront le même aspect. C'est ça ce que je voulais dire. Où y a-t-il la différence? Ou est-ce que ça sera tous la même chose, tout la même chose? Mais peut-être c'est une autre discussion. Certainement.
Christophe, la robotique intelligente est quelque chose qui est utilisé beaucoup dans les entreprises technologiques. J'ai appris que Janssen a utilisé le premier robot il y a plus de 20 ans, à savoir la prise et la mise sur palette des tuyaux. Comment est-ce que tu décides quel est le domaine à automatiser dans ton entreprise? Georges nous a montré de manière pertinente que nous allons peut-être dans la direction des entreprises autonomes. Mais bon, pour nous, c'est à nous, aux entrepreneurs, de trouver le chemin pour y aller. C'est-à-dire, on peut bien sûr choisir les domaines d'automatisation et de numérisation. Et nous voulons surtout faire remplacer par les robots des domaines qui sont considérés comme pénibles par les collaborateurs. Alors, nous voulons avoir tous plus de temps pour des tâches plus intéressantes. Mais bien sûr, cela n'est pas limité aux entreprises. Il y aura un réseautage de plus en plus étroit avec les fournisseurs et les clients. Je crois que il y aura des chaînes de valeur intégrées depuis le début de la porte jusqu'à la fin. Ce sont des tout petits pas. Ça sera intéressant de réaliser une telle vision. Christophe, il faut que l'équipe suive également le mouvement de ces évolutions. Eh bien, la question est de savoir si c'est l'équipe, moi qui vais entraîner l'équipe, ou si c'est l'équipe qui va m'entraîner à sa suite. Je pense que ça ira dans les deux sens. Je pense qu'il faut penser du nouveau, qu'il faut avoir le droit de penser du nouveau. Et il faut avoir des discussions sans tabou. Et je crois qu'il y a autant de bonnes idées qui viennent de la direction de l'entreprise que du personnel, des clients, des fournisseurs. Donc là, je crois qu'il faut que tout le monde s'y mette ensemble. Carlos, comment est-ce que toi, tu gères ce genre de changement? Comment est-ce que toi, tu découvres de nouveaux thèmes? Est-ce que tu penses à un laboratoire de l'innovation? Est-ce que tu rencontres de nouvelles idées auprès de tes clients? Eh bien, ça se passe beaucoup en équipe, comme l'a dit Christophe. Il faut que j'emmène l'équipe avec moi ou que je suive le mouvement de l'équipe. Ça, ce sont des choses qui se passent dans la discussion. Et il n'y a pas un endroit où on peut aller à la pêche aux idées. Bien entendu, comme partout, il est important de bien écouter les clients, d'être bien à l'écoute, de comprendre ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, que l'on regarde autour de soi, dans la société, regarde comment les choses changent. Les idées pour l'avenir, elles sont en quelque sorte dans l'air du temps. Et je pense que Georges sera d'accord avec moi. Oui, l'avenir a déjà commencé, c'est sûr, mais il est simplement réparti de façon différente. Et je crois que c'est beaucoup lié à la culture d'une organisation. Est-ce qu'une organisation est ouverte au changement? Et cette curiosité, cette ouverture d'esprit, c'est essentiel. Et il faut que c'est décisif pour l'individu, mais également pour l'organisation. Et ça dépend peut-être aussi de la situation, du secteur d'activité, et bien entendu, il est recommandé également de se préparer de façon selon un certain schéma. Par exemple, la sécurité, c'est quelque chose qui n'est certainement pas la même chose pour tout le monde. Et il ne faut pas se définir dans le sens de j'ai trouvé maintenant le nouveau produit, la nouvelle prestation, mais ça aide à ce que l'organisation ait une ADN orientée vers l'avenir. Et
je crois qu'on peut encore difficilement imaginer ce qui va avoir lieu dans 2 ans, dans 3 ans. Il y a quelques années encore, personne n'aurait imaginé qu'on aurait un téléphone intelligent avec un écran tactile. Et c'est fait au fur et à mesure. D'abord, il y a eu les téléphones mobiles, et puis on s'est dit, mais si on a un téléphone mobile, pourquoi ne pas le débarrasser de ses touches? Pourquoi ne pas avoir un écran tactile? Et je crois que c'est très difficile de faire une enquête statistique concluante. Ça, généralement, ça va pas donner des pronostics d'avenir. Ce qu'il faut, c'est une équipe qui ait l'esprit ouvert, qui ne se pose pas de limites intellectuelles et qui regarde ce qui se passe autour d'elle. Georges, tu viens d'évoquer quelque chose que nous connaissons au Silicon Valley, qui est associé à ce que nous appelons la culture de l'erreur, la failure culture. Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas prêt de la même manière à accepter cette culture de l'erreur? Revenons peut-être à notre sujet de départ, la sécurité. Nous je pense que l'Europe est peut-être plus soucieuse de la sécurité que l'espace asiatique ou peut-être l'espace américain. La sécurité, le besoin de sécurité, l'aspiration à la sécurité, c'est quelque chose qui va contre les risques. La vie est pleine de risques et donc de nouvelles idées également, c'est plein de risques. Et si l'on se soucie trop de la sécurité, on ne laisse peut-être pas suffisamment de place aux nouvelles idées. La culture de l'erreur, c'est, comme je l'ai déjà dit, surtout une mentalité disposée à prendre des risques. Merci, Georges. Eh bien, si nous revenons un peu en arrière au sujet qui est le nôtre, comme l'a dit Georges. Georges, tu as dit que le sentiment de sécurité va changer en raison de la démographie. Et dans ta présentation, tu as évoqué cela. Dans quelle mesure cette nouvelle sensation de sécurité, cette nouvelle perception de la sécurité va-t-elle également avoir un impact sur la planification des immeubles, Carlos? Eh bien, ça peut être la pandémie qui aura des impacts également. Comment est-ce que la pandémie change la manière de construire? Eh bien, la construction, ça change comme toutes les autres choses au fil du temps. Et rien n'est plus sûr que le changement, dit-on. La seule constante est le changement. Voilà, donc tout change tout le temps. Et avec la pandémie, nous voyons que le souci de sécurité se tourne vers l'aération, l'hygiène et la question de l'espace. On se sent beaucoup plus souvent à l'étroit qu'avant. Par le passé, on aimait bien les espaces étroits. On aimait bien être serrés les uns contre les autres. Maintenant, on n'aime pas trop ça. Et ça a un impact sur l'architecture et sur les besoins de place. Ça a un impact sur certains aspects de la conception également. L'idée de la sécurité, elle est toujours là, elle a toujours un impact. Et bien entendu, il y a différentes peurs qui jouent dans ce contexte, la migration, d'autres aspects. Et ça également, ça joue pour le souci de sécurité en matière dans les immeubles. Et donc, les portes, les fenêtres, Janssen ici, sont un élément qui contribue à cette sécurité des immeubles. Car c'est très important. Et ça prend de plus en plus d'importance. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, merci.
Messieurs, malheureusement, les 30 minutes qui nous étaient attribuées se sont écoulées et j'aimerais maintenant passer à un dernier tour de conclusion avec une dernière question. Georges, quelle est l'idée que tu retiens avant tout de cette manifestation aujourd'hui? Eh bien, nous avons jeté un coup d'œil à travers le télescope de l'avenir sur la sécurité. Nous avons vu comment le besoin de sécurité peut changer rapidement. La sécurité est toujours un sujet important, mais il faut faire attention à ne pas aspirer à la sécurité totale parce que sinon on deviendra des morts vivants. Nous devons donc, et c'est peut-être ça le plus grand défi dans la situation actuelle, nous devons également comprendre qu'une certaine disposition au risque est nécessaire. Tout ne peut pas être sécurisé. Carlos, qu'est-ce que toi tu retiens de cette table ronde? Eh bien, j'ai trouvé ça tout à fait passionnant et je trouve passionnant également de réfléchir sur l'avenir. Le domaine de recherche de Georges m'intéresse beaucoup. Et lors de notre entretien, ça m'a fait penser lorsqu'il y a 30 ans, je lisais des livres sur la recherche en matière de tendance. À l'époque, on ne savait pas trop encore ce que c'était. Et il y a des livres qui sortaient tous les 10 ans. Et l'auteur analysait toujours qu'est-ce que j'ai dit il y a 10 ans et qu'est-ce que je dis aujourd'hui. Mais pour nous, aujourd'hui, 10 ans, c'est une période, un délai extrêmement long. Notre temps est devenu beaucoup plus rapide. Les exigences sont plus grandes, elles sont plus intenses. Également, les exigences envers les entreprises. Et tout change très vite. Et c'est une époque qui est passionnante et qui va rester passionnante. C'est une dynamique avec laquelle nous devons vivre. Nous devons regarder, tourner parfois notre regard vers l'arrière, plus souvent vers l'avant. Mais je pense que c'est une époque qui est passionnante et je me réjouis de l'avenir sûr qui nous attend. Christophe, pour Janssen, qu'est-ce que tu retiens en particulier? Eh bien, j'ai réfléchi. Si nous avions fait cette manifestation il y a 2 ans, est-ce que nous aurions fait une telle manifestation il y a 2 ans? Eh bien, la réponse est oui. Et la question, si tous nous avions fait une telle manifestation, est-ce que tout le monde aurait participé? Je crois que la réponse, là encore, aurait été non. Et je me suis demandé s'il fallait vraiment un impact externe aussi fort que la pandémie pour nous amener à essayer du nouveau, à nous engager sur de nouvelles voies. Et je pense que la manifestation aujourd'hui a mis en lumière des facettes extrêmement diversifiées, des côtés positifs du changement et de la façon dont on peut quitter les sentiers battus. Et je pense donc que cette pandémie nous a poussés à essayer de réaliser de nouvelles idées. Oui, merci beaucoup à tous pour cette table ronde tout à fait passionnante. Et Christophe, à toi, merci beaucoup d'avoir rendu cette manifestation possible. Et moi aussi, j'en retiens beaucoup de suggestions. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Pour la dernière partie de la manifestation.